Alors bienvenue à toi dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Aujourd'hui on va parler de deux choses extrêmement spécifiques. Premièrement ça va être un truc un peu classique on va dire, c'est la nouvelle version de Blender, la 2.92 qui est sortie et stable. Il y a de ça déjà un peu plus de 2 semaines si je me souviens bien. Donc on va en parler ensemble, on va voir des nouvelles choses qu'il y a dedans qui sont très intéressantes et en quoi Blender par exemple est en train de rattraper Houdini d'une force vraiment incommensurable et ça c'est vraiment super cool. Et ensuite on va aussi parler d'un autre truc qui est sorti à je crois fin décembre 2020 dont je viens d'entendre parler et qui a pour le coup est vraiment un truc assez exceptionnel. Je ne savais même pas que c'était possible que ça existe et quand j'ai vu ça je me suis dit oh putain ça c'est quand même un truc de malade. Alors je ne sais pas l'impact que aura cette chose dont je vais te parler dans le futur, ça tombe ça n'en aura pas, ça tombe ça en avoir un énorme. Bref, je te spoil pas, je te dirai quand on en parlera. Pour l'instant, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, premièrement, du coup, Blender 2.91. Blender 2.91, du coup, c'est la nouvelle version de Blender qui est stable, qui est sortie, du coup, si je me trompe pas, je vais regarder rapidement la date, histoire de pas te dire de bêtises. Ah bah, ils mettent pas. Je crois que c'était il y a 2 semaines, bref, c'est pas très important. Qu'est-ce qui est sorti dans cette nouvelle version ? Et ben, on va regarder ça ensemble, et notamment, moi, le premier truc que je vais regarder avec toi, c'est en fait simplement le Geometry Nodes. Le Geometry Nodes, c'est vraiment un truc que moi j'attendais depuis un bout de temps et qui est sorti enfin sur Blender. C'est un truc de malade en fait. En fait, c'est vraiment Blender qui est en train de venir concurrencer Houdini sur des systèmes qu'on ne pouvait pas avoir avec Blender ou qu'on pouvait mais il fallait les coder, c'était très pénible. Là maintenant on peut vraiment aller beaucoup plus loin sans mettre une putain de ligne de code, c'est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche ? Déjà il faut reprendre la base, c'est que il y a 30 ans, quand les premiers logiciels 3D sont arrivés, c'était des logiciels qui étaient non procéduraux, donc des logiciels qui étaient linéaires, c'est-à-dire que tu faisais une action, tu l'appliquais, et après tu faisais une autre action, et tu ne pouvais pas revenir sur l'action que tu avais fait derrière, d'accord ? On s'est rendu compte vite avec cette approche qu'il y avait quand même pas mal de problèmes, dans le sens où si tu voulais jamais revenir sur une de ta première action, tu ne pouvais pas parce qu'elle était appliquée. Ensuite, pareil, si tu voulais faire par exemple 45 maisons, il fallait faire 45 maisons une à une si tu voulais qu'elles soient différentes. Tu veux que ce soit pareil, ça. Mais tu pouvais pas par exemple faire 45 maisons et changer un paramètre pour dire qu'il y a les fenêtres qui changent, tu vois. Si tu voulais faire ça, il fallait vraiment créer un outil, développer un outil pour. Il n'y avait pas de solution dans le shell 3D plus général pour créer ce genre de choses. Et c'est là du coup qu'on a inventé ce qu'on appelle la modélisation, la création procédurale. Et la création procédurale, en fait, ça permet de, au lieu d'avoir juste des paramètres qui changent des choses et des actions qui rajoutent des faces, etc., on va se baser sur des nœuds qui vont faire chacun une action avec des entrées et des sorties et qui vont donner un résultat. Et l'avantage, c'est que tu peux du coup changer le premier nœud, même si tu en as 100 derrière, tout va se mettre à jour. Et du coup, ça te permet d'avoir une flexibilité de création qui est juste monstrueuse. Et le premier à avoir... Alors, je connais pas le premier, mais je veux dire, le logiciel le plus important aujourd'hui qui propose ça, c'est Houdini. Houdini, le principe, c'est pas compliqué. Ils ont dit, nous, dans notre logiciel, tout sera nodal. Absolument tout. Il n'y aura pas un seul truc qui sera pas nodal dans notre logiciel. Donc, tout est procédural par nature et tout, du coup, est entièrement flexible, duplicable à l'infini. Tu peux mettre des randoms, etc. Bref, les possibilités sont juste inimaginables grâce à cette nature du procédural. Et une grande réflexion qu'on a fait à Blender, sans une réflexion négative, c'est que Blender était un logiciel qui était au contraire très linéaire et du coup absolument pas procédural. Et c'est vrai en fait, toute la modélisation dans Blender n'était pas procédurale. Il y a encore quelques années, il y a 5-6 ans, je sais plus, mais avant qu'ils aient sorti les shadings procéduraux, les shaders n'étaient pas procédurales. Bref, il y avait plein de trucs, enfin pas procéduraux, pardon. Il y avait plein de trucs qui n'étaient pas procéduraux, dans Blender, qui n'étaient pas nodal. Beaucoup de choses étaient en fait linéaires et paramétriques. Et ils ont commencé à changer ça il y a 5 ans, quand ils ont... il y a 5 ans, je suis pas sûr des dates à vérifier, je crois que c'est même il y a beaucoup plus longtemps que ça, peut-être même il y a 10 ans. Bref, ils ont sorti Cycle avec leur nouveau système de shader qui était nodal, et là, ça a commencé à être un truc complètement ouf, et on a commencé à avoir cette flexibilité qu'on avait dans d'autres logiciels comme Houdini, ou même comme les éditeurs de shader dans d'autres logiciels comme Maya ou Max.
quand ils ont commencé à créer ça, on a commencé à dire ok, ça commence à être cool, mais il y avait la réflexion de ok, cool, on a une flexibilité en shader qui est cool dans Blender, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir cette flexibilité dans les autres domaines comme dans Houdini? Et en fait, Blender du coup a commencé à lancer une espèce de politique il y a 7-2 ans qu'ils ont dit all nodal, et en gros ça veut dire qu'ils voulaient mettre tout en nodal en fait dans Blender. Et du coup, on attendait ça, et du coup il y a deux éléments qui doivent être en nodal là, qui devaient être en nodal d'ici peu de temps, c'était les particules, et du coup c'est encore en alpha, ça c'est pas encore stable, et j'ai vu des choses, ça a l'air très intéressant d'avoir des particules en nodal, on peut en faire des trucs de malade, et aussi du coup la modélisation, la géométrie. Et du coup, Geometry Nodes, c'est ça, c'est la première version stable de la modélisation procédurale de Blender. Ce qui est génial en fait avec ce système de Geometry Nodes, c'est que Blender en fait en train de se mettre au niveau d'Houdini, et voilà, tous ceux qui utilisent pas Blender aujourd'hui me disaient ouais, Blender c'est mieux que Maya, c'est clair, mais par contre voilà, côté Houdini c'est la grosse merde parce qu'il n'y a pas de système procédural. Et bah voilà, et bah du coup ils y sont. Et ce qui est ouf par rapport à Houdini, c'est que Blender a réussi à garder ce côté procédural tout en gardant la simplicité finalement du linéaire, en fait, parce que tu peux toujours modéliser de manière logique dans Blender avec des extrudes, etc. Tu vois. Alors que dans Houdini, ça c'est pas possible. Houdini, tu peux pas modéliser comme modéliser dans Blender. Tu es obligé de modéliser avec des nœuds, tu vois. Alors que dans Blender, t'as le choix en fait. Tu peux faire les deux. Tu peux combiner les deux. Et ça, c'est complètement ouf en fait. Et ça, c'est un truc qui n'a jamais existé avant. Et du coup, ça, je pense qu'il y a des trucs qui sont à faire qui vont être complètement incroyables. Bref, du coup, le Geometry Node dans Blender qui se présente sous la forme d'un modifieur. Et en fait, c'est un espace nodal où tu peux faire des trucs de malade. Alors, on va regarder ensemble. Enfin, tu vas surtout écouter, toi, les nouvelles. Enfin, qu'est-ce que tu peux faire ça? Alors, le gros truc déjà de Geometry Node, c'est le Point Scatter. Le Point Scatter, c'est un truc qui va te permettre de pouvoir dupliquer des objets sur certains éléments grâce aux nœuds, sans passer par les particules. Et ça donne un truc beaucoup plus puissant parce que tous tes points, tu peux les modifier via d'autres nœuds. Et du coup, tu peux aller beaucoup plus loin qu'avec des particules de manière beaucoup plus flexible et plus simple. Et ça, c'est quand même vraiment génial. Je vais pas aller plus loin sur le Geometry Node, à part te dire que c'est vraiment un gros truc, et pour moi, c'est le pas le plus important que Blender ait fait sur cette version-là. Parce que cette semaine, alors je sais pas quand est-ce que je vais sortir le podcast, mais du coup, ce sera logiquement le samedi. Hop, je vais regarder, le samedi 13. Le samedi 13, je ferai un live, et dans ce live, je vais parler en fait du Geometry Node, en particulier de la nouvelle version de Blender. Donc j'en reparlerai à ce moment-là. Donc si tu veux en savoir plus là-dessus, rendez-vous au live de samedi. Quelle date j'ai dit 11. Non. 13. Le samedi 13 mars. Ok. Alors, du coup, quels sont les autres éléments que... Putain, je fais des E extrêmement longs, c'est dégueulasse. Quels sont les autres éléments que Blender a sortis dans cette version? Je vais les reprendre rapidement pour que tu puisses voir, et puis je te laisserai les tester toi-même. Donc, on a un nouveau système de sculpt qui est excellent. 3 nouvelles brosses pour pincher et pour avoir des meilleures topologies. Ça a l'air vraiment sympa. Après, j'ai pas l'impression que ce soit un game changer, mais ça a l'air cool. Donc il y a un truc pour changer, il y a un nouveau système de silhouette aussi en sculpt. Bon, why not, à tester. Et le truc qui m'a fait le plus moi kiffer, je pense, c'est la brosse Elastic Snake. D'accord. Alors je sais pas si c'est une brosse ou si c'est un mode, j'ai l'impression que c'est une brosse. Ça a l'air d'être une brosse pour déformer les éléments, vraiment efficace. Pour vraiment venir, tu viens tirer, enfin je te permettrai à regarder, ça donne vraiment des choses assez intéressantes. Voilà. Dernier truc qui m'a fait kiffer, c'est le chop chop. Alors ce qu'ils appellent le chop chop, en fait, c'est complètement ouf. Ça va te prendre une zone de ton mesh et de l'écraser sur un autre volume. Et ce qui est ouf, c'est que Blender, en fait, tout seul va savoir sur quel volume l'écraser. Et ça a l'air de marcher vachement bien. Et ça, pour aplatir des faces avec pour des blend shapes par exemple, mais mon dieu, c'est tellement bien. C'est tellement bien, ça doit être vraiment intéressant. Je trouve que ça, moi, c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est le chop chop qu'ils ont sorti sur cette version. Je t'invite encore une fois à aller voir. Hein. Alors du coup, il y a certaines choses du coup, qui sont sorties sur le Grease Pencil, je connais pas bien, mais du coup maintenant tu peux faire du Grease Pencil avec des curves, et du coup j'imagine que tu peux animer les curves, ce qui du coup, j'imagine donne des choses vraiment hyper intéressantes, ouais, c'est ce que je suis en train de voir là. Donc en vrai, c'est une curve Bezier en fait, et donc tu as vraiment la flexibilité d'une curve, et tout ça est animable évidemment, donc ça c'est vraiment cool je pense. Tu as le Trace Motion, je sais pas exactement à quoi ça correspond, et après tu as un truc pour smoother tes interpolations d'images pendant que tu animes avec le Grease Pencil. Encore une fois, je connais mal le Grease Pencil, mais ça a l'air d'être très sympa. Encore une fois, si t'es intéressé, je t'invite à aller jeter un œil. Tu as un nouveau système de primitive, alors ça, je vais pas m'attarder là-dessus. Tout le monde en fait un espèce de big deal, alors que, bon, honnêtement, oui, c'est très bien, mais je pense pas que ce soit vraiment un truc qui va te changer la vie. Surtout que tu peux, du coup, créer des géométries sur les
sur les faces et tout se snap automatiquement, mais en fait ça existait déjà dans Blender, le snap le faisait déjà très bien en fait. Voilà. Donc tout le monde parle quasiment de ça, mais honnêtement moi je trouve pas que ce soit un truc vraiment incroyable. Je trouve que le Geometry Node est un game changer bien plus important que ça. Mais bon, why not. Alors, ça c'est ouf par contre, du coup on a enfin accès au Cryptomatte et au shader AOV dans Eevee, ça c'est vraiment génial, c'était des trucs qui manquaient avec Eevee et qu'on avait que dans Cycle, ils ont enfin mis dans Eevee, ça va permettre de faire des choses vraiment sympas en compositing, donc ça c'est cool, très très cool. Cryptomatte et shader AOV dans Eevee, si tu connais c'est vraiment génial, si tu connais pas, ça veut dire que tu n'en as pas besoin, souvent si tu connais pas c'est que tu n'en as pas besoin de ce genre de choses, c'est vraiment des trucs pour l'instant assez avancés. Alors ils ont gagné du coup, je pense qu'ils ont, ouais, du coup ils utilisent un autre système pour calculer les volumes et on gagne énormément de temps en rendu, donc c'est plutôt cool. Tu peux rendre tout en RTX, donc ça bon c'était déjà le cas, mais là maintenant ça a l'air d'être enfin stable. Yes, ouais, maintenant RTX est aussi supporté que l'OpenGL, le CUDA, pardon. Donc du coup, c'est Optix maintenant est autant supporté que CUDA, voilà ce que je voulais dire. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'avant, c'était pas le cas. Et on peut aller plus vite avec Optix, notamment, c'était une carte graphique RTX. Nouveau système, nouvel algorithme de simulation de fluide qui s'appelle APIC. Et ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout en termes de ce que je vois là. Ça a l'air pas mal. Donc c'est surtout en fait la simulation a l'air plus stable dans le sens elle va moins sauter partout. Par contre elle paraît du coup un peu plus visqueuse je dirais. Donc voilà, à tester. Donc d'après ce qu'ils disent que du coup le volume et les simulations de vortex dans le fluide sont mieux préservés qu'avec la simulation de Flip. Par contre du coup Flip va produire, comme ils disent, une simulation un peu plus platchy, donc avec plus de petites bulles qui explosent en fait, plus platchy, ça veut dire qui explose plus quoi si je puis dire. Et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que ça a l'air plus stable, elle a l'air plus clean tu vois. Moi ce qui était un peu pénible avec la simulation de Flip et toutes les simulations de Blender c'est que c'était très difficile d'avoir juste une simulation plate tu vois qui bouge pas. Là peut-être qu'avec Apic j'ai pas testé mais d'après ce que je vois ça a l'air d'être là peut-être une meilleure solution à tester. D'autres choses dans la physique, notamment il y a plus les caches vont plus vite, il y a pas mal de choses qui sont arrivées qui ont l'air assez sympas. Donc ça à tester aussi, je te laisserai aller voir. Bon, il y a un nouveau nœud d'exposure dans le compositeur où honnêtement je vois pas trop, enfin c'est bien mais ça va pas changer la vie de tout le monde. Quelques petits trucs qui sont arrivés dans les curves, dans les curves, ouais, dans Blender, dans l'animation. Maintenant, tes curves, quand tu les mets, elles se mettent automatiquement dans le bon profil d'animation. Et ça, c'est très cool parce que moi, je passais un temps fou à remettre mes curves à chaque fois bien. Et bah, du coup, c'est bien mieux. Pareil, ils ont augmenté la rapidité de tes tracking. Je crois que c'est 8 fois plus rapide parce que maintenant, c'est multithreadé. Et ça, c'est génial. Et puis voilà, ils ont changé pas mal aussi de trucs dans le VSE, donc dans le système de montage de Blender. Maintenant tu peux déplacer cet objet de manière beaucoup plus facile. Et plein d'autres trucs finalement, je te laisserai aller voir, mais moi j'ai fait les trucs les plus importants de tout ça. Donc ça c'est voilà, pour moi le truc c'est le Geometry Node qui est vraiment le game changer de cette version. Je pense que ça va amener beaucoup de choses, j'ai déjà vu pas mal de créations sur cette technologie et c'est complètement dingue. Je t'inviterai à aller voir sur YouTube Geometry Node, tu vas voir ce que les gens font, c'est ouf. Et on en est à 2 semaines de la version, hein. Ah bah c'était le 25 février, tu vois, ouais, donc c'était 2 semaines. À savoir que, évidemment, le Geometry Node est là en fait depuis décembre, mais sur une version alpha, donc maintenant c'est enfin sur une version stable en fait. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Blender, j'en dis pas plus, enfin il y a encore des milliers de trucs à dire, mais j'en dirai beaucoup plus dans le live quand je vais tester avec toi Geometry Node et les autres features qui me paraissent intéressants de Blender 2.92. Aujourd'hui, je vais vraiment parler du coup de ce second truc dont je t'ai teasé au début du podcast et qui me paraît c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou, j'ai moi-même du mal encore à le comprendre, c'est pour ça que je pense que je vais en discuter avec toi, je pense que je vais faire mes recherches devant mon ordi là en même temps que ce podcast pour essayer de pas dire trop de bêtises. Donc à savoir du coup ce que je vais te dire sur le sujet qui suit, c'est un sujet que je connais très mal. Je ne prétends absolument pas être un expert dessus, bien au contraire. Donc je te invite encore une fois plus que d'habitude à aller double-checker ce que je vais dire. Il y a pas mal de probabilités, je pense, que je dise des grosses bêtises. Donc voilà, au moins t'es prévenu, vraiment double-check ce que je dis. Alors, de quoi je vais parler ? Je vais parler d'un truc qui s'appelle les NFT. Alors, je crois que j'ai ouvert une page qui en parle, voilà, les NFT. Hop, je vais mettre ça là. NFT. Alors, qu'est-ce que c'est les NFT ? NFT, c'est-à-dire Non-Fungible Token. J'espère que ça t'avance. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça veut dire. En gros, une NFT, c'est une crypto-monnaie. C'est pas vraiment une crypto-monnaie, en plus, c'est plutôt
un token cryptographique, voilà comment ils appellent ça, qui permet en fait plein de trucs incroyables et qui est surtout excellent pour notre domaine qui est la 3D. Alors pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je te parle de crypto-monnaie? Tu vas me dire, mais putain, mais le mec craque complètement. Et en fait, non, c'est vraiment vrai, c'est un truc de malade en fait qui est sorti et qui va vraiment, je pense, révolutionner pas mal de choses dans la manière dont on fait de l'art numérique aujourd'hui. Donc, crois-moi, c'est vraiment en rapport. Alors déjà, avant que je te parle du coup du NFT, il faut d'abord que je t'explique ce que c'est une crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est en fait un réseau cryptographique? Comment ça fonctionne? Parce que sinon, tu vas rien comprendre. Donc, petite théorie là-dessus. Encore une fois, je suis pas un expert, ça se peut que je dise beaucoup de bêtises, va vérifier ce que je dis. Alors, la crypto-monnaie, en fait, le principe de la plupart des crypto-monnaies, et notamment du coup du NFT, c'est qu'elles sont basées sur un réseau qui est décentralisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un réseau décentralisé? Ça veut dire que contrairement à, par exemple, une banque où tu auras ton argent qui sera écrit sur les comptes de ta banque, et notamment certainement d'autres banques pour être sûr de checker, tu vois, c'est pas décentralisé parce que si jamais toutes les banques sont attaquées d'un coup, bah, l'argent que tu as écrit sur ton compte peut disparaître du jour au lendemain, d'accord? On peut oublier, on peut effacer cette information. La crypto-monnaie résout ce problème en créant en fait un système qui, à chaque transaction, d'accord, chaque transaction, donc quelqu'un donne de l'argent à quelqu'un d'autre, quelqu'un donne une crypto-monnaie à quelqu'un d'autre, dans cette transaction, il y a écrit toutes les précédentes transactions et la possession de ces crypto-monnaies dans n'importe quel environnement. Ce qui fait que, du coup, tu ne peux pas perdre cet élément parce qu'une fois que n'importe qui fait la transaction, dans cette transaction, il y a écrit ta transaction et du coup, il y a le compte de, il y a le compte final après cette transaction sur n'importe quel détendeur des crypto-monnaies, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que, alors si on le fait une seule fois, ça sert à rien, mais si tout le monde à chaque transaction enregistre ce qui se passe, d'accord? Et enregistre ce qui s'est passé avant, bah, du coup, tu te retrouves avec un système extrêmement sûr où personne ne peut le détourner parce que toutes les transactions de tout le monde sont enregistrées dans toutes les transactions de tout le monde. Donc toutes les valeurs de compte de tout le monde sont enregistrées dans chacune des transactions qui a été effectuée dans l'histoire des crypto-monnaies. Et c'est notamment comme ça que marche le Bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum, c'est important, je vais en parler après parce que le NFT est basé sur l'Ethereum. Alors, enfin, c'est un peu faux ce que je viens de dire là, mais j'en reparle après. Mais d'abord, du coup, voilà, donc ça, c'est le principe de la crypto-monnaie, c'est que, c'est un des principes de la crypto-monnaie, c'est que chaque transaction est décentralisé. Donc ça veut dire que tu ne peux pas effacer entre guillemets les transactions qu'il y a déjà eu. Alors que théoriquement, sur les transactions bancaires, tu pourrais, alors évidemment c'est extrêmement compliqué, hein, je ne sais même pas si c'est possible, mais en tout cas c'est pour ça à la base qu'a été créée la crypto-monnaie. Enfin en partie, il y a d'autres raisons, on s'en branle, c'est politique, ça ne nous intéresse pas. Maintenant du coup, il faut que je te parle de l'Ethereum. Alors l'Ethereum du coup c'est une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin, mais à exception faite que dans l'Ethereum, en fait, tu peux coder en fait une partie de l'élément de ta transaction. En fait, quand tu fais une transaction d'Ethereum, tu peux coder un élément dedans pour que c'est plus d'impact, plus de valeur que juste en fait une monnaie en fait. Et en fait, ce qu'on appelle les smart contracts, donc un contrat intelligent. Et donc par exemple, rien ne t'empêche de avec de l'Ether de vendre et d'acheter une maison, tu vois. Et dans l'Ether, en fait, tu mets l'acte de vente, etc. Rien ne t'empêche, du coup, de vendre et d'acheter des biens qui ne sont pas de l'Ether, en fait, avec ces smart contracts. Et ça, c'est ouf, parce que, du coup, ça te permet d'enregistrer ton contrat sur un réseau qui est entièrement sécurisé, décentralisé, bien plus sûr que les archives du gouvernement, par exemple, hein, où aujourd'hui sont enregistrés les actes de vente, etc. Et tu peux vendre n'importe quoi, en fait, avec de l'Ether. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Pire que ça, c'est même pas des ventes, en fait. C'est carrément, encore une fois, c'est des petits scripts que tu peux écrire, donc tu peux mettre n'importe quoi, en fait, là-dessus, en fait. Donc si tu dis, voilà, quand cette personne recevra telle transaction, je veux qu'il y ait un truc qui se déclenche autrement dans un script autre part, je pense que tu peux. Encore une fois, je suis tout sauf un expert, donc je connais pas tous les aboutissants du truc, mais en tout cas, tu peux, voilà, générer et automatiser automatiquement des résultats spécifiques. Je suis en train de lire sur une page qui m'explique le fonctionnement de l'Ether, et être sûr que je dis pas de bêtises, et c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Alors, à quoi sert ce smart contract dans le système de l'art, et quel est le rapport avec le NFT? Eh ben, je t'explique. En gros, l'avantage d'avoir un smart contract, du coup, c'est que tu peux, du coup, vendre, créer n'importe quoi, en fait, d'accord? Le Bitcoin, quand tu prends une Bitcoin, ou même de l'argent normal, quand tu vends de l'argent, tu vois, pour dire, voilà, je t'ai acheté un truc à 100 €, et pour prouver que le truc que j'ai acheté, il m'appartient, on te donne un contrat à côté, tu vois, genre un ticket de caisse, un machin qui prouve que le truc est bien à toi, tu vois. Eh bien, l'avantage avec l'Ether, tu vois, c'est que tu peux mettre ce contrat directement dans la transaction que tu fais. Donc, du coup, tu es sûr que le contrat est là, il est jamais perdu, etc. Et il y en a, ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas pousser le truc un peu plus loin et du coup vendre des choses qui sont non matérielles, et grâce à ces contrats qui sont non falsifiables et qui sont dans le réseau de la crypto-monnaie Ethereum ou une autre crypto-monnaie qui est basée sur le même principe,
et on est sûr que à qui appartient quoi. Et ça nous permettrait de vendre des biens numériques. Et bim bam boum, c'est là qu'est apparu le NFT. Et alors tu n'as encore toujours rien compris, parce que déjà je me rends compte que j'explique assez mal, parce que c'est un sujet que je comprends mal. Mais en plus de ça, c'est hyper nouveau, quoi. On n'a jamais vu ça de notre vie. Alors, juste pour t'expliquer du coup de manière vraiment la plus basique possible à quoi correspond un NFT. Un NFT en fait, c'est de l'argent, d'accord? C'est n'importe quoi, comme de l'euro, de dollars, ce que tu veux, c'est un argent avec lequel tu peux acheter des biens numériques en fait. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, chaque bien numérique va avoir une valeur en NFT, et comme tu peux écrire des contrats dans les NFT, d'accord, parce que le NFT est basé sur l'Ethereum, tu peux dire, voilà, ce bien numérique, il en existera 3 dans le monde, d'accord, 3 copies parfaites de moi, et dans le contrat, il y aura expliqué le nombre de copies, à qui elles ont été vendues, qui a été le créateur, combien de commissions touche le créateur à chaque vente, à chaque revente de la copie, de la création, bref, plein de choses comme ça, exactement comme quand tu achètes en fait finalement une œuvre d'art, genre je vais acheter la Joconde dans un musée, quand tu achètes la Joconde, tu as un contrat qui répète toutes les transactions qu'a eu la Joconde, dans quel musée elle est passée, etc., combien elle a été payée à chaque fois. C'est exactement le même principe, mais pour un art numérique. Et ça n'existait pas avant. Parce qu'avant, en fait, tu pouvais pas savoir de qui venait l'œuvre d'art parce que tu faisais faire un putain de copier-coller et c'était bon, quoi. T'avais ton truc et il y avait aucune traçabilité de qui l'avait fait. Et là, ce n'est plus le cas. Maintenant, on peut tracer hyper facilement qui est le créateur de l'œuvre, à qui elle a appartenu, combien de temps, combien a été acheté, combien a été vendu, etc. Bref, tu as vraiment un historique des transactions de cette œuvre numérique qui a été faite. Et du coup, c'est un game changer parce que ce qui s'est passé quand ça s'est sorti, c'est qu'il y a pas d'artistes qui se sont mis à vendre leurs œuvres, d'accord, avec les NFT, à des prix qui étaient démentiels. Et avant, vendre une œuvre numérique, en fait, juste ça n'existait pas en fait. Aujourd'hui, vendre une œuvre numérique, tu vendais pas en fait tes images 3D, ça se vendait que dalle en fait, tu pouvais pas vendre une œuvre. Et là, ce qui s'est passé, c'est depuis décembre 2020, mais mon Dieu, mais j'ai vu passer des trucs, il y a des œuvres numériques, des trucs, franchement, n'importe qui peut faire, tu vois, qui sont partis à 200 000 euros, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le créateur en vend peut-être 3, 4 à 2000 euros, tu vois, chaque pièce. Une fois que les 4 sont partis, lui, il peut plus en faire, parce que du coup, dans le contrat NFT, c'est les seules œuvres qui appartiennent vraiment au créateur, les œuvres qu'on va appeler officielles. Et du coup, les gens, ce qui se passe, c'est que, comme elles sont devenues rares, ces œuvres, elles prennent de la valeur, et du coup, chacun se revend, etc. Et là, je vois par exemple un exemple là, sur Wikipédia de NFT. Il y a un mec qui a fait un mème de l'animation Nyan Cat. Je sais pas si tu vois, le Nyan Cat, c'est je sais pas si tu vois, le petit chat qui danse, qui a été vendu à 600 000 $, tu vois. Pourquoi? Alors, l'équivalent de 100 000 $, ça se vend en NFT, et après, du coup, tu convertis tes NFT en dollars. Mais on s'en branle. Ça, on s'en fout. Mais voilà, l'équivalent de 600 000 $. Pourquoi? Parce que du coup, justement, c'était le Nyan Cat, entre guillemets, officiel, tu vois. Et donc, c'est un truc de malade, en fait. Et il faut bien comprendre que c'est pas. N'importe qui peut pas se dire, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. C'est pas aussi facile que ça. Quand tu fais un NFT, dans le contrat du NFT, il faut que tu mettes du coup ton image, d'accord, mais il faut aussi que tu mettes la preuve que c'est bien ton image, donc tu as les fichiers 3D, ce genre de truc, donc c'est assez délicat, tu vois, n'importe qui ne peut pas copier une image et dire c'est moi qui l'ai fait, tu vois, ça marche pas. Il faut vraiment un peu plus simple. Alors pour te donner à quel point le truc a explosé, tu vois, en février 2021, tu vois, donc, le 28 février 2021, tu vois, une des applications qui permettait du coup d'acheter et de vendre des NFT via des œuvres d'art, d'accord, des œuvres d'art numériques, a fait plus de 230 millions de ventes, d'accord, il y a eu 230 millions de transactions, d'accord, sur la plateforme, donc de dollars, donc tu vois que ça bouge de ouf, tu vois. Et là, c'est vraiment, il est en train de se passer un truc de malade. Déjà, il y a une bulle spéculative autour de ça qui est juste monstrueuse aujourd'hui, hein. C'est complètement dingue, hein. Il y a 2 mois, t'achetais une œuvre 500 euros, aujourd'hui, tu peux la vendre 50 000 euros. Ça, c'est complètement incroyable. Mais ce qui est encore plus dingue, et c'est ça qui m'intéresse plus, parce que la bulle spéculative, finalement, on s'en fout, ça va retomber, c'est pas très important, même si elle retombe pas, de toute façon, à part si t'es spéculateur toi-même, ça n'a aucun intérêt tant qu'en artiste. Par contre, ce qui est génial, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'art, en fait, que l'art numérique est vraiment reconnu comme un art. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Avant, l'art numérique, c'était un peu l'art du pauvre, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune vente, tu vois. Jamais on avait dit que, par exemple, un tableau de la Joconde, tu vois, pouvait était au même niveau qu'un art numérique 3D, tu vois. Non, l'art numérique 3D était toujours vu comme en dessous, tu vois. Depuis cette nouvelle technologie, tout est en train de changer à ce niveau-là. Et ça, je trouve que, je ne sais pas ce qui va se passer, tu vois, ça va être tombé dans l'oubli dans 2 ans, j'en sais rien, mais je trouve que c'est vraiment un pas en avant dans le fait de pouvoir avoir le même système de enregistrement des transactions, de créateurs, etc. Sur les arts numériques que sur les arts concrètes, en fait. Et en plus de ça, ça va mettre aussi, je pense, un énorme frein à la contrefaçon numérique, aux gens qui prennent des copies des arts et qui disent que c'est eux, tu vois. Ça ne pourra plus être possible grâce à cette technologie. Alors, évidemment, il faut bien comprendre que c'est le tout début, hein, ça commence à peine, hein, j'en parle, encore une fois, tu vois, j'y connais rien, c'est aussi parce que je galère à trouver de l'information dessus, parce que c'est hyper récent, mais je pense que ça va être un truc qui va
changer pas mal de choses et je t'invite au moins à t'y intéresser, à regarder un petit peu ce que ça veut dire NFT, comment ça marche, comment tu peux toi mettre une œuvre sur NFT, comment tu peux la vendre, bref, parce que je pense que ça va changer pas mal de choses dans le monde de l'art numérique. Je pense que le monde de l'art numérique en fait va avoir ce petit système que cale la spéculation de l'art normal. Alors pour le meilleur comme pour le pire, je pense pas que ce soit génial pour le monde de l'art en général, qui est cette espèce de bulle spéculative à chaque fois sur certaines œuvres. Je pense au contraire que ça sort un peu finalement de son objectif, mais le fait est que aussi ça a permis à des artistes d'être connus, ça donne aux gens l'envie de faire de l'art, ça donne des expos, bref, je pense que le fait en soi est pas forcément très logique par rapport à l'objectif de l'art en soi. Encore, quel est l'objectif de l'art, tu vois, c'est très subjectif. Mais par contre, je trouve que les conséquences de ce type de choses, donc ce type finalement de marché de l'art, notamment l'art donc concret aujourd'hui, le marché des tableaux, etc. Les conséquences de ça, c'est que ça crée de l'argent, ça crée des infrastructures, ça crée des musées, ça crée des expositions, et ça c'est vachement cool parce que du coup tu amènes de l'importance sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde a déjà entendu parler de la Joconde, mais personne n'a entendu parler du making-of d'Avengers, tu vois. Voilà, j'exagère, mais c'est presque ça, tu vois. Eh bien, j'espère que le NFT va apporter en fait finalement cette espèce de boom à l'art numérique et que l'art numérique va devenir de plus en plus mainstream, tu vois. Et ça serait vraiment super cool. Ce serait vraiment super cool parce que si l'art devient plus connu, il y aura plus de formats, plus d'argent qui va circuler dans ce domaine-là et du coup plus de place pour les artistes pour pouvoir vendre leurs œuvres, etc. Et ça, c'est génial. Et ça, j'espère que ça va évoluer dans ce sens-là et que ça va pas être oublié dans 2 ans parce que pour moi, on est à une solution qui était inimaginable il y a 5 ans. Tu te rends compte, est-ce que il y a 5 ans, tu aurais dit ouais, il sera possible de faire des transactions, tu vois, et dans la transaction directement, on pourra écrire qui a obtenu la transaction, qui l'avait avant, comment ça marche, les règles du contrat, etc. Non, on t'aurait dit mais t'es cinglé, tu t'écris dans un film de science-fiction, quoi. Et aujourd'hui c'est possible, et c'est pire que possible, ça se fait déjà en fait, d'accord. Il y a déjà eu des maisons qui ont été vendues grâce à l'Ethereum, avec des contrats d'habitation, des contrats de location, etc. Mais je déconne pas, et des œuvres d'art qui ont été aussi vendues avec des NFT, et pas qu'une seule, et c'est vénère. Alors il y a d'autres applications en NFT, donc il y a les œuvres d'art, mais il y a aussi du coup par exemple l'achat et la vente d'objets dans des jeux vidéo, tu vois. Quand tu as un jeu vidéo, tu peux vendre ou acheter des éléments dans le jeu grâce à une monnaie souvent qui est dans le jeu et que tu achètes toi-même. Alors en fonction des jeux, cette monnaie peut ou être toujours avoir la même valeur et en fait les joueurs ne peuvent pas s'échanger la monnaie, tu vois, ils ont juste la monnaie et ils achètent les trucs, ou alors au contraire les joueurs peuvent s'échanger la monnaie et ils peuvent aussi s'acheter entre eux de la monnaie, tu vois. Donc par exemple, si je prends l'exemple de Dofus, tu vois, j'ai simplifié, c'est pas exactement ça. Dans Dofus, il y a une monnaie entre les deux, mais on s'en fout. T'as les kamas et t'as l'euro. Entre deux, t'as un truc, c'est ça que t'achètes et après tu fais la transaction, mais on s'en branle. On va simplifier pour le bien de ce podcast, même si c'est pas exactement ça. Dans Dofus, t'as les kamas et l'euro. Et du coup, quand t'achètes des kamas, par exemple, tu peux acheter 100 000 kamas à 100 euros, je dis n'importe quoi, tu vois. Après, tu peux tout à fait revendre tes 100 000 kamas à 110 euros à quelqu'un d'autre, tu vois. Et ce qui crée en fait du coup un marché du kama dans Dofus. Alors encore une fois, c'est pas le marché du kama, c'est le marché de la monnaie qu'ils utilisent pour trancher les kamas. J'imagine que en kama crée cette monnaie pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe. Mais du coup, ça crée un marché, d'accord, de cette monnaie. Et bien le NFT peut être utilisé dans un jeu comme ça en fait. Et ça devient en fait, ça pourrait devenir en fait une monnaie officiel de tous les jeux vidéo en fait. N'importe quel jeu vidéo, tu pourrais aller par exemple dans World of Warcraft, acheter du NFT et en revendre dans, j'en sais rien, moi, Call of Duty, tu vois. Ou alors acheter un pack d'armes dans Call of Duty. Tu vois, encore une fois aussi, les possibilités sont inimaginables. Et du coup, le NFT a déjà une valeur en bourse, etc., comme le crypto, comme le Bitcoin, etc., parce que c'est une monnaie en tant que telle en fait. Et du coup, il y a beaucoup de jeux vidéo qui commencent à utiliser ça, enfin beaucoup, quelques jeux vidéo qui commencent à utiliser ça en monnaie alternative à la monnaie du jeu pour, par simplicité, parce que déjà tu as une monnaie qui est universelle que tu peux utiliser dans tous les jeux, et en plus du coup les joueurs peuvent vendre et acheter cette monnaie sans passer par les développeurs du jeu vidéo. Ils peuvent faire ça vraiment de manière comme ils le souhaitent, et du coup ça crée évidemment un marché, etc. Ça crée plein de choses hyper intéressantes. Ça peut aussi créer des catastrophes, hein. Il faut savoir qu'un marché, du coup tu vois, tu peux avoir une crise de la NFT, tu vois, ou si le prix du NFT explose, tu vois, ça peut caper du coup certains jeux vidéo. Enfin bref, ça peut avoir des conséquences qui sont excellentes parce que ça peut développer à mort le jeu vidéo, et même ça peut carrément créer un nouveau système de marché de jeux vidéo où les joueurs vendraient des mods, etc., qui serait vraiment intéressant. Mais ça peut aussi créer des choses qui sont beaucoup moins marrantes, comme par exemple le NFT
vient tendre vers 0 par exemple, parce que, je sais pas moi, j'en sais rien, personne en vend, ou bah, bref, ou les gens perdent confiance en cette monnaie, et bah c'est-à-dire que du coup, tous les jeux qui sont capés sur cette monnaie, du coup, ne marcheront plus, tu vois. Et ça, c'est pas terrible, tu vois. Donc bref, encore une fois, il n'y a jamais de bonne solution ou de mauvaise solution, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver là-dessus, mais en tout cas, ça promet d'être intéressant. Ça, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça vraiment promet d'être intéressant, ça promet de créer des choses qu'on n'a jamais vues. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, donc ça, c'est une autre application du NFT. C'est la monnaie virtuelle dans les jeux vidéo pour acheter, finalement, qu'on pourrait appeler des œuvres d'art. Donc, ça peut être des mods, ça peut être des nouveaux personnages dans les jeux, ça peut être des personnages que le joueur a créés, tu vois, ça peut être plein de trucs. Finalement, en fait, c'est un petit peu à créer comme des œuvres d'art. Parce qu'une œuvre numérique, c'est pas forcément une image ou un film numérique. Hein. Ça peut être un jeu vidéo, un programme, un logiciel, ça peut être plein de trucs comme ça, en fait. Tout ce qui peut, enfin, tout et n'importe quoi, en fait. Parce que le NFT, enfin, je ne crois pas, ça, c'est peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je ne crois pas que le NFT soit seulement capé aux œuvres d'art, ce qu'on appelle œuvres d'art. Je pense que tu peux vendre à peu près n'importe quoi avec du NFT. Donc ça, à voir. De toute façon, dans tous les cas, c'est basé sur l'Ethereum, et l'Ethereum, de toute façon, tu peux vendre avec tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas vendre avec l'Ethereum dans le jeu vidéo, tu vois, il n'y a pas de raison non plus que ça ne fonctionne pas. Bref, voilà, alors, comme tu le vois, je suis beaucoup moins précis que d'habitude sur cette explication. Il y a beaucoup de choses que j'ai encore pas compris. Tu vois, je sais pas exactement, par exemple, tu vois, là, je suis en train sur la page Wikipédia du NFT, déjà, elle fait à peine une page, tu vois, il y a quasiment aucune info dessus, pour te dire à quel point c'est récent. Mais aussi, tu vois, par exemple, il me dit que, tu vois, c'est basé sur, voilà, le NFT contient, du coup, les standards de l'Ethereum. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, du coup, ça veut dire que le NFT est une version de l'Ethereum, tu vois, ou est-ce que ça veut dire que c'est vraiment un truc à part dans lequel on a intégré l'Ethereum? J'en sais rien, tu vois, je m'y connais pas du tout assez en crypto-monnaie en général. Puis même du coup, parce que en fait, je me suis intéressé à ce sujet-là parce que justement, ça commençait à arriver sur le monde de la 3D, tu vois. Sinon, je m'y serais jamais intéressé. Je suis absolument pas un mec qui va commencer à m'amuser en bourse sur les crypto-monnaies, tu vois. Donc, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça Putain, je tape dans mon micro comme un connard, excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça promet d'être ouf parce que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il va y avoir des possibilités qui étaient jusque-là complètement impensables. Déjà, le fait de pouvoir vendre une œuvre d'art numérique, en fait, ça, je trouve ça complètement dingue. Il y a des trucs qui sont partis à des vaches, tu vois, 600, 800 000 euros. Hein, des œuvres d'art qui sont parties à 800 000 euros, c'est complètement dingue, en fait. Donc, il va se passer des trucs, je pense, très intéressants. Et du coup, bah, voilà, je t'invite à y jeter un œil, à t'y intéresser rapidement, voir un petit peu ce que c'est. Est-ce que ça va être l'avenir? J'en sais rien. Est-ce que dans 2 mois, on aura oublié? J'en sais rien non plus. Mais est-ce que ça promet d'être intéressant? Et est-ce que ça ouvre des possibilités qui sont incroyables? Oui. Ça tombe, le NFT, tu vois, va être oublié dans 2 mois, et ce sera un autre système qui va passer par-dessus, peut-être qu'il sera basé sur lui, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, le fait de pouvoir écrire des contrats et du coup de pouvoir figer dans le marbre le créateur, la transaction, le prix et le chemin qu'a fait l'œuvre en numérique, ça c'est du jamais vu en fait. Avant on faisait un copier-coller, on pouvait pas faire ça. À partir du moment où tu faisais un copier-coller d'une œuvre, c'était fini, on savait pas qui la détenait. Maintenant, grâce à ça, on pourra en fait. Parce que du coup, c'est pas compliqué. Ou tu achètes l'œuvre avec les NFT, enfin avec les NFT, et du coup tu as le contrat, ou tu achètes la copie avec un copier-coller, et du coup tu n'as pas le contrat. Et c'est niqué, tu vois. Là, c'est plus compliqué maintenant. C'est même impossible en fait de venir faire de la contrefaçon d'œuvres d'art numérique, alors qu'avant c'était facile comme jamais. Et c'est ouf, c'est dingue. Et ça va être incroyable. Ok, et ça, c'est vraiment un truc que j'attends avec impatience de voir comment ça va être appliqué en fait dans le monde réel plutôt que dans le monde spéculatif de l'art, parce qu'aujourd'hui pour l'instant c'est seulement appliqué comme ça. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans les sociétés, dans les entreprises qui utilisent l'art en tant que business plutôt qu'en tant que spéculation. Donc comment ça va se passer par exemple pour les boîtes qui vont vendre des effets spéciaux aux films, tu vois, ça c'est hyper intéressant, tu vois. Est-ce que les gens vont se mettre à vendre des trucages de films, des trucages de plans, au plan peut-être, en NFT? Putain, j'en sais rien, mais ce serait hyper intéressant d'avoir ça. Ce qui est que du coup, tu pourrais pas avoir de... Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, de problèmes de droit, quand tu as un plan, tu peux pas le montrer, machin, tout ça va disparaître, tu vois. Pareil, est-ce que la contrefaçon et le téléchargement de films illégaux va disparaître avec ça? Putain, j'en sais rien, mais en tout cas, ça ouvre des portes qui sont assez intéressantes. Et franchement, je suis vraiment curieux de voir où est-ce que ça va amener. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer quand ça va arriver dans le mainstream, dans les croyances populaires, quand tout le monde va commencer à comprendre ce que c'est, plutôt que là, on en est vraiment au pic pur, ça vient de démarrer et personne ne comprend rien. Enfin, voilà, moi je comprends pas grand chose pour l'instant, honnêtement. Je comprends pas exactement comment ça fonctionne, le système. Il y a beaucoup de choses qui sont très floues pour moi, mais par contre, je vois ce qui est en train de se passer et ça a l'air hyper cool. Alors, un dernier truc que je vais te donner dans ce podcast, c'est les sites sur lesquels tu peux voir les NFT en fait. Donc, NFT. Alors, je vais regarder un petit peu, je vais dans mon ordinateur, je vais essayer de te retrouver les sites. Allez, mettre pas le site ici. Alors. Si je mets achat, œuvre, NFT.
Ah là là, mince alors. Alors attends, j'avais trouvé un truc ici. NFT. Ouais, je vois là, de toute façon, les recherches que je fais, et je vois que c'est hyper récent parce qu'il n'y a rien. Ok, voilà, c'est bon, je vais aller là. Alors, je vais couper le son pour être sûr que tu n'entendes pas. Donc ça s'appelle app.rarible. Alors, donc ça s'appelle Rarible, donc R-A-R-I-B-L-E. Et là, du coup, c'est un des sites, il y en a plein d'autres, hein, sur lequel tu peux vendre des œuvres d'art via des NFT et acheter des œuvres d'art via des NFT, en fait. Alors, du coup, c'est un peu compliqué, hein, parce que du coup, c'est tellement récent que tu peux même pas le faire directement avec de l'euro. Il faut d'abord que tu convertisses une partie de tes euros en Ethereum, et une fois que tu as tes Ethereum, que tu achètes ton œuvre ou que tu la vendes, et après, tu reconvertis cet Ethereum en euros. Ce qui est chiant, hein, parce que du coup, l'Ether fluctue pas mal en ce moment, ce qui est assez pénible, du coup. Mais voilà, et du coup, là, par exemple, tu vois, je vois une œuvre d'art, tu vois, elle a 0,18 Ether, tu vois. Alors, tu vois, 0,18 Ether, ça fait combien aujourd'hui en euros? Aujourd'hui, du coup, un Ether, du coup, aujourd'hui, c'est 1452 euros, tu vois. Donc 1450 euros, donc 0,18 Ether, du coup, on est à peu près à 300 euros, tu vois. Et voilà, il y a plein d'œuvres comme ça qui sont ce que tu peux acheter, du coup. Alors là, tu vois, je vois que tu les achètes directement en Ether, tu les achètes même pas en NFT. Donc comme quoi, en fait, j'ai l'impression que les NFT, en fait, c'est juste le contrat, en fait, que tu as dans l'Ether. Enfin, je crois, encore une fois, là, je dis certainement des conneries, il faudra vraiment vérifier. J'ai l'impression que c'est le contrat que tu as dans l'Ether qui dit que l'œuvre est à toi, en fait. Mais en fait, du coup, au final, tu t'échanges des Ethers, en fait, pas des NFT. Parce que j'ai l'impression que ouais, c'est un token. Du coup, le token, c'est un contrat. Ouais. C'est pas la crypto. En fait, le NFT n'est pas une crypto-monnaie, en fait. Je crois, d'après ce que j'en vois, en fait. C'est plutôt vraiment directement de l'Ether. Enfin, je crois, en fait. Parce que là, le truc, c'est que là, je vois rien sur le NFT sur ce site-là. Très bizarre. Ah, non, aussi, il y en a seulement 120 qui vont exister. Non, mais ça a l'air d'être ça. Hein. Ça va être ça. Bref, en tout cas, je t'invite à aller voir. Donc, Rarible, R-A-R-I-B-L-E.com. Et tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Enfin, c'est assez intéressant. Honnêtement, c'est assez intéressant. On est en train de vivre à une époque, je pense. Enfin, c'est ouf, moi je trouve ça dingue. Hein, de pouvoir acheter des œuvres numériques. Je ne pensais pas que ce serait possible un jour, tu vois. Et voilà, alors si tu connais un petit peu en crypto-monnaie, il faut que tu fasses un wallet et tout, bref, c'est un bordel, il faut s'y connaître un petit peu, ça c'est sûr. Mais juste, voilà, juste aller jeter un œil déjà, voir ce qui se passe, tu vois. Et te rendre compte, toi, du prix aussi, quand tu vois, il y a un truc qui a, là je vois un truc qui a 1,35 Ether, tu vois, c'est-à-dire que le truc est à quasiment 1800 euros, tu vois. Ce qui est marrant, c'est ça qui est marrant, c'est que les œuvres d'art vendues, je trouve, en NFT, putain, je trouve ça super, pas super moche, c'est assez bien, tu vois, mais c'est beaucoup plus moche que ce qu'on pourrait voir sur des trucs comme ArtStation, tu vois. Le niveau est bien plus bas, tu vois. Et par contre, il y a des trucs beaucoup plus originaux. Et ça, c'est intéressant, du coup, aussi, pareil, je trouve que ça va, du coup, étendre un peu, je pense, le monde de l'art numérique. Ou finalement, dans le monde de l'art numérique, faire des trucs un peu what the fuck, ça t'amenait pas grand chose, pas à beaucoup d'endroits, parce que finalement, pour trouver un job dans l'art numérique, il faut que tu fasses ce qui est déjà fait, parce que c'est comme ça que les gens gagnent leur thune, tu vois. Donc on aura beaucoup de méca, de machins, de personnages réalistes, d'effets spéciaux, parce que c'est ce qu'on cherche dans l'industrie. Là, ça va te permettre du coup de pouvoir monétiser des choses qui sont un peu plus out of the box, comme je dirais, tu vois, un peu plus what the fuck, et ce qui pourrait être marrant, tu vois. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, je crois que tu peux mettre dans tes contrats que, par exemple, en tant que créateur, à chaque revente, tu gagnes une commission, tu vois. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, tu vois. Et qui, ouais, je pense que, ouais, il faudra voir ce que ça va donner, tu vois. Mais là, je vois des trucs, tu vois, c'est pété du cul, c'est super moche et ça se vend presque 500 balles, tu vois. Là, j'ai un peu de mal à comprendre, tu vois. Putain, là, je vois un truc 30 Ethers, mais putain, mais what the fuck. 30 Ethers, du coup, ça fait 45 000 euros et c'est juste une modée, quoi. Putain, il y a une modée moche en plus. Enfin, va voir, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et tu vois que là, il y en a qui l'ont acheté, tu vois, voilà. Et il y a un mec qui a acheté ça, du coup. Il y a Christian qui était créateur, tu vois, Honor Fafafofo, il s'appelle comme ça. Il a acheté un truc à 30 Ethers. 30 Ethers, ça fait 51 000 $ aujourd'hui. Et du coup, et tu peux l'acheter du coup au honneur à chaque fois pour pouvoir du coup espérer le vendre plus cher en fait. À chaque fois c'est ça. Encore une fois, c'est clairement, et quand je vois les arts là, c'est clairement de la spéculation. Mais encore une fois, ça amène énormément de choses à côté qui vont être hyper intéressantes. Encore une fois, la spéculation, c'est pas terrible parce que dans le sens où tu commences à spéculer avec de l'art, tu sais dire que du coup la valeur qui est apportée à l'œuvre n'est pas sa vraie valeur. Du coup, l'œuvre d'art va pas être chère parce qu'elle est
belle ou parce qu'elle est intéressante, elle va être chère juste parce que les gens ont spéculé dessus. Ouais, ça c'est malheureux, c'est pas exactement ce qu'on aimerait avoir dans l'art, on pourrait même trouver ça injuste, et moi je trouve que c'est un petit peu le cas, mais c'est comme ça que ça fonctionne, donc bon, c'est la vie. Hein. Par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la spéculation en fait amène beaucoup de transactions, d'argent, et tout ça, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça va créer des événements à côté, tu vois, ça va créer peut-être des musées d'art numérique, comme je disais tout à l'heure, des expositions, et ça par contre c'est hyper bien du coup pour l'art numérique en soi, parce que du coup ça va monter l'art numérique, les gens vont plus s'y intéresser, ça va prendre de l'importance. Du coup, ouais, je dirais que c'est peut-être une chose un peu moyenne, je dirais pas que c'est mauvais la spéculation, parce qu'il y a quand même des bons points à ça, mais je dirais que c'est un peu moyen. Par contre, je trouve que les conséquences de ces choses moyennes vont être, je pense, assez positives pour l'art numérique en général, et ça c'est quand même super cool. Donc voilà, je vais terminer mon podcast là-dessus. C'était les NFT dont je voulais te parler, et le fameux truc. Va jeter un œil à Rarible, encore une fois je répète, rarible.com, et regarde un petit peu ce qu'il en est, et voilà, juste te faire une idée. Si toi, de ton côté, tu as envie d'apprendre à faire de l'art numérique, à créer en 3D, tu peux te rendre sur le site de teach.motion-live.com, d'accord, qui est le site de Motion Live Teach, et t'abonner à la newsletter ou t'inscrire à une de nos formations gratuites comme celle des 7 erreurs qui est sur la page d'accueil, ce qui te permettra du coup de prendre 7 jours pour apprendre les bases de la 3D, ce qui est indispensable en fait pour, si tu veux un jour peut-être, pourquoi pas, vendre tes œuvres avec les NFT, d'accord? Donc voilà, si tu veux apprendre ça, teach.motion-live.com, la formation des 7 erreurs, et c'est 7 jours qui vont t'apprendre les erreurs pour débutants et la base, surtout indispensable pour devenir un jour artiste 3D. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller venir mettre un petit 5 étoiles sur iTunes ou sur ta plateforme de podcast préférée, d'accord? Sinon, tu peux retrouver tous les podcasts sur teach.motion-live.com/podcast avec un S, et on se retrouve très vite la prochaine fois, ou même pourquoi pas, on se retrouve samedi en live pour voir le Geometry Node sur Blender. Merci à toi, je te souhaite une excellente journée, soirée, matinée, j'en sais rien. Mais en tout cas, je te dis à très vite. Salut, c'était Romain Gillot. Bye.